Euh, Merci, bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli. Donc j'ai bien compris les deux obligations, le timing, je m'y tiendrai, et puis de m'en tenir à des critères, je ne sais pas si on va parler de critères, en tout cas des réflexions éthiques. Donc je ne parlerai pas des affaires dont on vient de parler, je ne parlerai pas non plus de la dimension ni juridique ni médicale, je vais essayer de m'en tenir à la partie éthique. Alors, euh, qui dit éthique, pour moi, on va le voir, c'est on ne peut pas la dissocier de la dimension philosophique. Et ça, c'est un des grands enjeux pour les débats d'ailleurs qui arrivent. Mon confrère, c'est qu'elle dit, l'a dit, il faut parler d'éthique, mais en même temps, il dit qu'il ne faut pas aller dans les hautes sphères. Bon, non, 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 non. Mais c'est vrai, on est obligé d'être sur le terrain. Je terminerai dans ma conclusion. J'ai vu ce qu'avait fait Edwige Richet, qui est vraiment de l'éthique pratique. En même temps, il faut quelques repères théoriques. J'ai pour habitude de commencer mes propos par de l'actualité. Alors cette semaine, j'avais pas trop d'actualité sur le sujet, mais juste la semaine dernière, vendredi, presque à la même heure, en fin de matinée, dans une de mes activités, puisque je suis schizophrène, hein, je coupe ma vie en plusieurs morceaux professionnels, donc j'étais avocat. Et les seules permanences que j'accepte de faire, c'est JLD psy, puisqu'en général les gens ne veulent pas les faire, donc à l'hôpital psychiatrique où j'assiste commis d'office quasiment des détenus, moi j'appelle ça des détenus, qui sont en hospitalisation à la demande d'un tiers, HDT, qui est un joli mot pour dire que vous êtes privé de liberté. Et j'assistais Renée, 67 ans, qui a un léger embonpoint quand elle arrive. Je ne sais pas ce qu'elle fait, Renée, à l'hôpital. Et puis elle me dit, bah, je ne sais pas trop, elle est comme ça, complètement. Et je comprends au bout d'une demi-heure, j'ai une demi-heure hein, de garde à vue avec elle, avant de passer devant le juge, que Renée avait juste un problème d'embonpoint qu'elle a voulu faire traiter à la retraite, parce qu'elle avait une activité sédentaire. Et plutôt que de faire un peu d'exercice, elle va voir son médecin traitant qui lui dit tout de suite non, non, en fait, pas régime, ça sert à rien, bypass. Bon. Plutôt sleeve. La sleeve va mal se terminer. 6 mois d'hospitalisation, un arrêt cardiaque, une dérivation complète, une stomie. Je passe tout, elle a tout eu. Et puis, bah, comme elle a plus d'estomac, elle a plus faim. Et comme elle a plus de gréline, comme elle a plus faim, bah, elle mange plus. Son mari s'affole et l'a fait hospitaliser. Je passe devant le juge, donc là où je suis, on n'est pas en robe, c'est une salle d'audience, mais on n'est pas en robe pour rendre les choses plus humaines. La juge n'est pas en robe non plus, et vient mon tour de parler. La juge dit à la dame, vous êtes conscient de votre état quand même, qui justifie qu'on vous... René a l'air complètement perdu. Vient mon tour à la fin, c'est-à-dire j'ai le droit à quelques minutes pour... Et je dis à Madame le juge, oui, oui, bon, il n'y a pas d'exception d'irrégularité, mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire qu'avant d'être un problème juridique, c'est un problème médical, cette dame. Si elle a plus de gréline, elle a plus faim. Si elle a plus de faim, elle aura jamais faim, elle perd l'appétit. Si vous lui donnez un antidépresseur pour compenser son manque d'appétit, il y a peut-être un problème tout bête qu'on peut résoudre Bon. Et la juge me coupe assez violemment, en disant, maître, ici on ne fait pas de médecine, on fait du droit. Et je dis à la juge, alors même le juge, si à l'hôpital on ne peut pas faire de médecine, bah alors je ne vois pas ce... Donc j'ai dit au greffier, notez que je n'ai pas pu conclure. Et je dis à la juge, parce que quand même c'est pas une méchante, alors si moi je ne peux pas faire de médecine, bah, je propose qu'on ne fasse pas de droit non plus, et qu'on aille sur le champ de l'éthique. Parce que c'est exactement ça, finalement. C'est-à-dire que, et vous l'avez très bien dit, on a des militants, on a des gens parfois experts, pas toujours, et puis, dans les affaires qui ont été citées, on s'égare aussi parfois sur des pros ou anti, sur des discours extrêmement subjectifs qui nous éloignent de l'objectivité dont on a besoin. Le droit essaye d'être objectif, la médecine fait ce qu'elle peut, mais il y a des moments où, justement, on ne parle plus la même langue. Et il me semble que la langue commune, pour éviter cette tour de Babel et ces situations dramatiques que l'on vit, pourrait et devrait être, c'est pas pourrait, devrait être, au sens fort du terme, moral, la dimension éthique. Alors, je le dis tout de suite, j'essaye de vous donner quelques pistes, hein, puisque j'ai pas beaucoup de temps, merci, quand même, de m'avoir donné tout ce temps, mais la dimension éthique, honorer la dimension éthique, ça prendrait beaucoup de temps. Il y a des discours philosophiques sur l'éthique qui sont extrêmement méthodologiques,
construits, cohérents, sur lesquels nous devons revenir pour nous appuyer quand on prend des décisions médicales ou juridiques qui sont complexes. Je ne parle même pas des expertises. Dans ce monde flou, mon maître David Sackett, moi j'ai beaucoup travaillé l'évidence-based médecine au Canada, disait le problème de la médecine, c'est que c'est noir-blanc, ça serait très simple, c'est que la médecine n'est que ça, c'est dans 20% des cas. Dans 80% des cas, c'est des zones grises. Alors, il n'osait pas dire nuance de gris, mais c'était un peu ça. 80% des cas, on ne sait pas trop si on est d'un côté ou si on est de l'autre. Donc, l'argument juridique, il sera insuffisant. L'argument médical, il sera contestable. Je pense, moi, personnellement, comme professeur de philosophie, moi, je suis professeur de philosophie, que honorer ces questions qui sont éminemment difficiles avec des enjeux, alors est-ce une fin de vie ou pas une fin de vie, est-ce un soin ou un traitement, peut-on considérer qu'on peut débrancher ou pas débrancher, la question du projet de vie personnelle, enfin des enjeux qui sont quand même énormes, sans parler des enjeux économiques, etc. Revenons-en à la dimension éthique. Alors je cite simplement, dans les discours éthiques, c'est pareil, il y a tout. Il y a tout, parfois, sauf de l'éthique. C'est-à-dire qu'au nom de l'éthique, on fait parler un tas de gens qui ont pignon sur rue, etc., etc. Bon, moi, je pense que l'éthique est philosophique. Il y a une méthodologie de l'éthique. L'éthique, ça s'apprend, ça se travaille, comme j'ai pu l'apprendre auprès de mon maître, Paul Ricoeur. Alors, Ricoeur, aujourd'hui, il est à la mode, puisque, bon, voilà, pour les raisons que vous savez. Moi, j'ai appris avec Ricoeur à honorer, en tout cas à essayer, comme un disciple, à honorer la dimension éthique. Et ce que nous rappelait toujours Ricoeur, je vous jette les bases et vous les retrouverez. C'est que quand on parle d'éthique et d'éthique humaine, c'est lui qui avait jeté la base du triangle éthique de base, justement. Et il disait, il y a toujours 3 choses à considérer. Le pôle tu, toi, que je soigne. Alors il parlait de pôle, ça n'avait rien à voir avec la dimension hospitalière. C'était juste pour dire qu'une personne, c'est compliqué. Une personne, c'est une histoire, un physique, des besoins, des désirs, tout ce que vous voulez, une identité, une protection, c'est plein de choses. Donc il dit, il y a ce pôle tu, et puis il y a moi soignant. Alors un soignant, soit individuel ou soit collectif. J'ouvre une parenthèse pour dire que dans toutes ces grosses affaires dont on vient de parler, l'énorme difficulté aussi, quand on parle d'éthique, c'est de trouver une pensée cohérente qui soit une pensée d'équipe. Parce que déjà, moi tout seul, moi je, dirait Ricoeur, pour être au clair avec ce qu'est l'éthique, c'est pas simple. Mais quand j'ai en plus une équipe, voire plusieurs équipes de soignants venant d'horizons socio-culturels, professionnels très différents, c'est très difficile. Raison de plus pour ne pas céder à la subjectivité, aux pros, aux anti, aux militants des deux bords, et pour essayer d'avoir un discours objectif. Donc il y a le pôle jeu du soignant, et puis dans ce que met comme moment de la non-personne, le pôle « il », dit Ricoeur, il y a entre autres la loi. Alors la loi au sens strict, la loi des hommes, code pénal, code civil, tout ce que vous voulez, code de santé publique, des règlements, des circulaires, et ça on n'en manque pas, ça on a beaucoup d'encadrement. Et puis aussi éventuellement la dimension religieuse au sens très large du terme. Et Ricoeur dit, et ça marche très bien dans le soin, si l'un des 3 pôles fonctionne tout seul, ou 2 fonctionnent pour absorber le 3e, on est sûr de ne pas être dans l'éthique. C'est-à-dire que le point de rencontre très fragile, très fugace de l'éthique, et on voit bien que dans toutes les situations que vous décrivez, il suffit de très peu de choses, un jour avant, un jour après, un peu de température, une rencontre qui ne s'est pas faite, un repas ou une nuit qui ne s'est pas faite, pour que toutes ces petites choses fragiles, finalement, soient annulées ou à recommencer. Eh bien, dit Ricoeur, si vous favorisez un ou 2 des 3 pôles, vous ne serez jamais dans la dimension éthique. Et honorer la dimension éthique, c'est faire en sorte que ces 3 pôles d'égale valeur, c'est-à-dire la dimension soignante au sens strict, au sens très technique, la dimension de la loi au sens très large, qui inclut donc aussi cette dimension de la morale, et la dimension du tu, toi, personne que l'on soigne, doivent se rencontrer à égale valeur, à part égale. Et ce que je constate dans mes différentes vies géographiques et professionnelles, c'est que bien souvent, en ce qui concerne au moins les EVC-EPR, mais c'est vrai ailleurs aussi, le pôle tu, il est réduit à sa plus simple expression, parce qu'il ne s'exprime pas, ou il ne s'exprime plus, ou il n'a pas eu le temps de s'exprimer, parce que, je ne sais pas, moi, l'AVC est arrivé trop vite,
Ou paraît-il qu'on désigne une personne de confiance? Compliqué d'être personne de confiance. Moi, je ne saurais pas trop comment... Déjà, j'arrive pas à être personne de confiance de moi-même, donc comment je pourrais être de confiance par délégation de quelqu'un dans 10 ans, dans 20 ans? En tout cas, ce qui est sûr avec Ricoeur, ça je le confirme, c'est que dès qu'on s'éloigne du patient, du pôle tu, on est certain de s'éloigner de la dimension éthique. Alors, c'est pas toujours facile avoir l'avis d'une personne, justement, de VCEPR, d'un Alzheimer, d'un nouveau-né, etc. C'est-à-dire que la tentation est toujours grande, finalement, de prendre sa place, de dire en son nom. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qui me frappe aussi dans un certain nombre d'affaires médiatiques, c'est qu'on a beaucoup parlé au nom de l'éthique. Mais je ne sais pas trop ce qu'on mettait dedans. Le fait d'être médecin, je suis aussi médecin, j'ai jamais appris l'éthique en médecine. J'ai essayé de lire Hippocrate une fois après avoir terminé mes études de médecine, c'est-à-dire une fois le parcours universitaire achevé, puisque je rappelle qu'on prête le serment d'Hippocrate en ayant terminé ses études, et juste avant la bouteille de champagne, on dit « Chers confrères, il reste une petite formalité, prêter le serment d'Hippocrate », ce qui est une aberration dans la mesure où cette philosophie du soin, on ne l'apprend pas. Bon, donc dans mes études de médecine, j'ai appris des gestes qui sauvent, j'ai eu des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, tout ça. Évidemment, c'est utile, parce qu'on en a besoin, justement, de compétences techniques aussi. Mais cette dimension éthique, je ne l'ai pas non plus apprise en droit. J'ai eu des cours d'histoire ou de philosophie du droit, mais qui étaient en général assez loin de ce que je voyais, moi, de la philosophie. Et en fait, c'est la philosophie qui m'a amené à l'éthique. C'est-à-dire, c'est Kant, pour le faire simple, et Ricoeur. C'est-à-dire que Kant dit quoi? Kant, il dit qu'il n'y a pas, finalement, de relation à l'autre qui ne soit à vocation universaliste. L'autre, tout autre, est toujours mon autre, en dépit de toutes ses différences. C'est-à-dire, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, tout ce que vous voulez, sa fortune personnelle, son identité, son pays, son régime politique, l'autre, et je reprends Ricoeur, est aussi un autre moi-même. L'autre que moi est aussi un autre moi-même. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'un enfant, d'un nouveau-né, d'un puissant, d'un clochard ou d'un EVCEPR, il est mon égal en valeur absolue, ni plus ni moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soigner quelqu'un que je ne connais pas, qui ne peut plus s'exprimer, éthiquement parlant, c'est extrêmement exigeant et contraignant parce que j'ai un devoir d'essayer de faire en sorte que ce qui serait le moins mauvais pour lui, j'ose pas dire le meilleur, puisse être mis en avant, indépendamment des autres données qui peuvent être des données militantes, pro, anti, des données économiques. Alors je sais bien que l'économie n'interfère jamais dans les prises de décision médicales. Ça c'est vrai, vous le savez tous. En réa, tout ça, on ne réanime jamais en se posant la question économique. Vous êtes bien d'accord avec moi? Bon, donc la question justement éthique, c'est celle-là. Qu'est-ce que je fais de ce pôle tu? Il doit avoir sa place, sa juste place et rien que sa place. L'expérience me montre, avec Ricoeur, hélas Ricoeur a disparu en 2005, mais l'expérience continue que à chaque fois que j'essaye de coller au plus près, c'est jamais simple, avec ce qui pourrait être l'intérêt du patient, en général, c'est pas si mal que ça. Et à chaque fois que j'essaye de parler comme ça, de manière savante, en son nom, en disant l'éthique, en sautant comme un cabri, aurait dit De Gaulle, je tiens un discours qui, en général, est militant, mais qui n'est pas forcément du tout centré sur l'intérêt du patient. Alors, lisez et ricoeur Ricoeur. Imprégnez-vous de tout ce qu'il a écrit, en particulier sur le triangle éthique. Et puis aussi quelques repères. Ricoeur dit, sur toutes ces situations difficiles, c'est très compliqué et très dangereux d'avoir raison tout seul. Donc c'est pas parce que je suis médecin et chef de service que j'organise une réunion collégiale qu'il va en sortir quelque chose de philosophiquement intéressant. On est très vite dans le militantisme, dans la certitude que moi, ce que je crois est bon pour le patient, dans la confusion des genres, dans parfois des attitudes qui sont anti-éthiques.
La vraie collégialité, elle impose d'avoir la même méthode, le même langage, de travailler quand même sur les mêmes points d'ancrage, des points forts, et puis aussi de faire en sorte que la collégialité puisse s'exprimer. C'est-à-dire que seul, je ne suis pas grand-chose. À deux, on va déjà plus loin, mais si on est tous ensemble, parce que sur ces problèmes de VCEPR, c'est sûr que toutes les personnes, les familles le savent mieux que moi, ont un regard différent. Mon confrère Secaldi a dit, je crois que c'est vous qui a dit, il fallait prendre du temps. Bah oui, il faut prendre du temps. Parce que si je rentre dans une pièce, j'ai pas vu le patient, je le connais pas, il dit rien, il bouge pas, bah l'expertise, elle est vite réglée. Donc il faut du temps, il faut croiser des regards, il faut croiser les expériences. Et pour comprendre ce qu'est ce pôle tu qui ne peut plus s'exprimer, il faut que le pôle jeu accepte d'être vraiment un pôle jeu collectif qui travaille avec une méthode, un langage, pourquoi pas celui de Ricoeur, il y en a peut-être d'autres. Moi je trouve que parler une langue commune en éthique, ça a un intérêt, c'est que justement ça évite de faire que certains discours extrémistes, pro ou anti, finalement soient dits ou prononcés au nom de l'éthique. Dans un certain nombre de dossiers que j'ai vu passer comme professeur de philosophie, des affaires récentes, je peux dire qu'il était question de tout, sauf d'éthique, au sens propre du terme. C'est-à-dire que l'éthique est un mot aujourd'hui fourre-tout, comme le fut à une époque les soins palliatifs. Avant, on ne pouvait pas parler de soins palliatifs. Maintenant, tout le monde fait du palliatif, même au curatif. Bon, l'éthique, c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien d'éthique parce que c'était un mot qui n'existait pas dans notre vocabulaire. Ceci dit, je pense que les soignants faisaient souvent des choses pas trop mal. Et je ne suis pas sûr qu'en ayant introduit d'ailleurs l'éthique, on ait vraiment eu besoin ou réellement corrigé des comportements qui souvent étaient des comportements plutôt corrects. Mais il reste une ignorance fondamentale sur ce qu'est l'éthique et sur l'exigence d'une méthodologie. Moi, j'aime bien Kant parce qu'il nous emmène à cette idée d'universalisme. J'aime bien aussi Kant parce qu'il nous dit que la personne est une personne, d'ailleurs au sens juridique du terme, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire respectable à partir du moment où elle est née jusqu'au moment où elle va décéder, et que nous avons l'obligation, alors là j'en suis convaincu avec Kant, l'obligation de faire en sorte que toutes les personnes que nous prenons en charge, quelle que soit la fonction que nous exerçons, soient considérées jusqu'au bout comme des personnes indépendamment de nos croyances et certitudes. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut désubjectiver un certain nombre de prises de position pour essayer de les rendre plus objectives, plus cohérentes, plus compréhensibles, en tout cas moins passionnelles. Un débat peut être passionné, mais pas forcément passionnel, parce qu'après on s'égare très vite. En tout cas, moi je pense qu'en revenir à la philosophie, oui, la vraie, faire en sorte que nos différents discours puissent à un moment donné trouver des points de rapprochement, c'est-à-dire aussi faire que la transversalité soit possible. Je suis stupéfait de constater, alors moi je suis français, je suis très fier d'être français, j'ai aussi une partie de ma vie qui est en Angleterre pour différentes raisons et au Canada, de voir que comment se fait-il que c'est pas les pays qui sont mieux que les nôtres, le Canada c'est pas mieux, l'Angleterre c'est pas mieux, c'est compliqué l'Angleterre, on le voit bien en ce moment, mais en tout cas la collégialité existe et quand ils disent collégialité, ils prennent un tour de table, tout le monde est assis et a la même valeur et le chef de service, la nurse, les familles, les associations, les femmes de ménage, etc., vont s'exprimer et à la fin de compte, on va voter. Et c'est quand même intéressant de voir. Alors c'est un principe démocratique dans un système monarchique, c'est quand même assez intéressant, mais c'est tout le complexe de l'Angleterre. Mais c'est cette idée que la transversalité, on doit croiser les regards et à la fin, on décide collectivement. Ça me semble quand même intéressant. Il me semblerait aussi intéressant de former un certain nombre de personnes, comme nos magistrats, nos juges, à ce que la dimension éthique soit intégrée. Et puis s'ils ne savent pas ce que c'est que l'éthique, à ce moment-là, ils demandent. Et puis s'ils ont besoin d'un éclairage médical, ils le demandent. Je suis quand même surpris de constater que ce n'est pas si simple que ça. Et que du coup, on parle dans le vide, comme ça, pendant des mois et des mois, sur des sujets extrêmement graves, avec des patients qui sont en attente d'une décision. Voilà. Bon, j'ai presque tout dit, je crois. Alors j'ai quand même encore quelques secondes pour conclure. La médecine, oui, bien sûr, j'y crois. Elle progresse.
Le droit, bah oui, bien sûr, on est quand même un état de droit, et heureusement qu'il y a du droit, et vous l'avez dit, il y a des choses quand même qui ont bien changé dans la reconnaissance d'un certain nombre de situations qui, à une époque récente, jusqu'à une époque récente, n'étaient pas aussi évoluées favorablement. Ceci dit, évidemment, rien n'est parfait, et tout est fragile et temporaire. Il faut du temps, beaucoup de temps. Moi, je dis toujours que le meilleur allié du soignant, c'est le temps. Un soignant qui va vite, comme dans la chirurgence, pour moi, c'est pas un bon soignant. À part celui qui fait de l'urgence vitale en faisant un point de compression sur une fémorale, pour tous les autres, pour moi, le vrai symptôme révélateur d'une bonne relation de soins, c'est pas la chirurgence, c'est les feux de l'amour. Vous vous en souviendrez. Parce que dans les feux de l'amour, il y a Victor sur un plan, il y a l'image de l'autre, il y a un fond bleu, il y a un peu de musique classique à la Richard Klederman, et puis ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent. Bah oui, mais c'est aussi ça la dimension éthique, c'est-à-dire qu'on ne construira rien dans l'excès de vitesse. Il faut accepter, il faut entendre, il faut écouter, il faut entendre le non-dit, qui en médecine parle souvent. Il faut regarder, il faut savoir deviner, ce que beaucoup d'avocats savent, etc. C'est-à-dire que, bah oui, mais il est en train de me dire quoi là? Est-ce que aussi en médecine, on ne voit plus? C'est-à-dire qu'un corps, ça parle à qui sait l'entendre. Et donc, voilà, il y a d'autres formes que le langage verbal, il y a des corps qui s'expriment de différentes manières. Il faut savoir entendre, il faut ouvrir ses oreilles, peut-être son cœur tout simplement, mettre aussi un peu d'humanité. En tout cas, moi je crois que la philosophie a plus que jamais sa place, son rôle. Alors, vous disiez tout à l'heure, pas dans les hautes sphères. Ben, les hautes sphères, Kant et Ricoeur. Ça, à mon avis, ils nous donnent le schéma. Et le schéma, vous le retrouverez sur Internet, Triangle éthique de Paul Ricoeur. Maintenant, dans la réalisation concrète, et je terminerai là-dessus, puisque quand je suis arrivé en fin de matinée, Edwige Richer parlait, ça m'a frappé de voir que les deux maisons dont elle a parlé sur Bordeaux, finalement, c'est la mise en œuvre pratique d'une réflexion éthique qui pourrait être celle de Ricoeur. C'est-à-dire qu'on est bien sur une réflexion pratique, construire un local, construire des lieux, construire du soin, construire du relationnel, autour de ce qui peut être l'intérêt du patient, ou ses possibilités ou pas. C'est-à-dire qu'on voit bien que mettre en œuvre une réflexion de ce genre, ça participe d'une réflexion éthique au sens fort, au sens philosophique du terme, et que l'éthique peut aider. Alors qu'elle soit encadrée par le droit, on est d'accord, qu'elle soit éclairée par la médecine, bien évidemment, mais je pense que la préoccupation, en tout cas moi c'est la mienne, que j'ai, c'est vraiment la préoccupation philosophique, à savoir quel est cet autre, quelle est sa place, que peut-il espérer, quelle est ma mission à moi, est-ce que je peux disposer de sa vie, surtout quand il ne peut pas s'exprimer, est-ce que j'ai le droit comme ça de le maintenir, de le faire sortir, d'une certaine manière de lui ôter la vie? C'est pas des gestes neutres. Donc, il me semble vraiment que la réflexion philosophique doit éclairer ces prises de décision qui, de toute façon, sont éminemment complexes et donc forcément humaines, c'est-à-dire critiquables. Voilà, je crois que j'ai tenu le temps qui m'était imparti. Voilà, merci.